أني المزيغان ولا شيء ذي ثمان أخس ولا شيء ذي الجزائر ثمان أخس ولا شيء سكوسبين يخطف اللاس Gaël Salah, le généralissime Gaël Salah. Il l'a interdit. Alors, ou bien on se dit, il faut qu'on soit kamikaze, et la cathédrale de Tsaoui, on va retrouver le habas au fur et à mesure, que c'est une solution. Si l'on croit que la solution, c'est de continuer à porter le drapeau, lors même que on sait que la police et la gendarmerie et les services justement ne cherchent que ça, à la fois pour briser le mouvement, pour briser certains militants et pour mettre nos jeunes dans les prisons. Moi je pense que ce genre de position est irresponsable. Moi ce que je cherche c'est préserver au mieux nos jeunes militants, lors même que je mette entre parenthèses un certain nombre de signes symboliques que j'aurais aimé voir déployer lors des marches. Donc, le drapeau Emazir continue d'être déployé là où la police, la gendarmerie, etc. n'intervient pas. Il est déployé, ainsi de suite. Mais effectivement, difficilement ailleurs, parce que tout de suite, est-ce que c'est des tenues d'opinion, des tenues d'identité? On peut discuter là-dessus. Parce qu'une opinion aussi s'inscrit dans l'identité, une identité s'inscrit dans l'opinion. Ça tombe très bien parce qu'une de mes spécialités, justement, c'est les problèmes d'identité. 15 ans de psychologie comportementale, j'ai une idée sur l'identité. Alors maintenant, ceux qui sont arrêtés, comme quoi on ne bouge pas ailleurs, etc. Mais il s'est passé beaucoup de choses aussi à Adrar, à Tamanrasset, à Constantine, et nous n'avons pas toujours non plus réagi. Il s'est passé des choses absolument monstrueuses dans le Mzab, nous n'avons pas toujours réagi. Il y a eu quelques réactions sporadiques de quelques militants, mais de là à dire que massivement nous nous sommes opposés à ce qui s'est passé dans les autres régions, c'est un mensonge. Chacun fait ce qu'il peut contre la répression là où il peut. Et puis, l'histoire fait que on ne peut pas décréter que l'expérience politique, l'expérience de lutte doit être la même à Tizi Ouzou, à Tamanrasset, à Adrar, à Tlemcen, etc., etc. Le rythme des sociétés n'est pas le même partout. Que ce soit en France, quand il y a des manifestations, il y a des régions qui se mobilisent plus que d'autres, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit un peu partout, et c'est la même chose aussi chez nous. Eh ben, effectivement, on se mobilise plus en Kabylie et maintenant, de plus en plus heureusement, Alger, les grandes villes. Il y a des villes qui se mobilisent un vendredi sur 2, un vendredi sur 3, voire même un vendredi sur 4 ou 5. L'essentiel, c'est que la flamme, et on ne peut pas demander à tout le monde d'être au même diapason. L'être humain, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'un groupe social, il n'y a pas comme ça un claquement de doigts et tout le monde doit réagir de la même façon. Donc on peut déplorer effectivement que les souverainistes, quand ils sont réprimés, ne soient pas défendus par tout le monde, mais il y a des réactions, il y a des articles de journaux, il y a des prises de position par un certain nombre de militants, etc. Il y a aussi des incompréhensions, il y a des gens qui ne comprennent pas l'action des souverainistes, ils ne l'inscrivent pas
dans un processus de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Ils l'inscrivent plus dans un processus de scission. Et donc, effectivement, ils se disent, ah, attention, il ne faut pas que je leur donne un coup de main, etc. Parce que ceci, pour cela. Il y a une incompréhension qui est, somme toute, compréhensible et humaine. Alors, maintenant, l'ONU. Oui, les dernières années, bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu admission de certains pays, etc. Oui. Et je le disais justement, aucun pays n'a été admis à l'ONU sans le consentement des 5 pays du Conseil de sécurité. C'est ça que j'ai dit. Ex-pays de la Yougoslavie, vous avez bien vu comment il y a eu justement des freins pour le Kosovo. Il a fallu des négociations, il a fallu que les grandes puissances, les 5 grandes puissances l'acceptent, etc. L'indépendance de Taïwan aujourd'hui est remise en cause. Elle n'a plus son siège à l'ONU parce que la Chine, justement, a tapé du poing sur la table. Il y a un recul des grandes puissances. Et le Sahara occidental, avec 40 pays qui le soutiennent, et l'Algérie qui dépense des milliards, avec une diplomatie tous azimuts, n'a pas son indépendance depuis maintenant, depuis 1975, bientôt 50 ans. Donc je vais bien qu'on me traite de naïf, ou qu'on me traite de quelqu'un qui balaye comme ça d'un revers de main les indépendantistes kabyles, pas du tout. J'ai un respect pour leur combat, mais je dis que c'est une chimère et que la configuration géopolitique d'aujourd'hui fait que la Kabylie ne peut pas avoir son indépendance. Voilà. C'est clair, net et précis. Ni la France, ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne n'accepteront un tel projet, comme ils ne l'ont pas accepté pour les Kurdes, et ils ne l'ont pas même pas accepté dans un pays démocratique comme la Catalogne. Et donc, je pense que les souverainistes devraient réfléchir à ce point et avoir un projet, quel qu'il soit, politique, économique, culturel, etc. Il faut se poser la question de est-ce qu'il est entre nos mains ou pas. Notre société est en réalité imprégnée par la sociocratie. La sociocratie qui se base justement sur Tejmet, c'est-à-dire qui permet à chaque citoyen d'être acteur du destin de sa localité. Je rappelle que le principe sociocratique de nos institutions traditionnelles, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que quand une décision doit être prise par Tejmet, une seule voix peut faire échouer un projet. Une seule voix. Parce que, justement, le principe de la sociocratie, c'est le consensus, c'est se mettre tous d'accord pour un projet donné. Donc, c'est le stade suprême de la démocratie. Or, nous nous battons pour descendre du haut vers le bas, c'est-à-dire du meilleur vers le moins bien. C'est-à-dire que nous sommes dans notre inconscient collectif, dans notre culture collective, dans un processus plus que démocratique, sociocratique. Je rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre, on peut en parler, le principe sociocratique de la Kabylie est utilisé dans les grandes entreprises canadiennes et dans certaines même des États-Unis pour le management. Il y a même 2 ou 3 écoles au Canada, et pas seulement au Québec, au Canada, qui s'inspirent du modèle kabyle pour le management des entreprises. Je vais vous donner un exemple. L'amin Interdert. L'amin Interdert, comment il est désigné? Il n'est pas désigné par élection, c'est-à-dire qu'il y aurait des candidats et on voterait pour savoir qui serait
Mais c'est des pourparlers dans les couloirs, parce qu'il n'y avait pas de couloir. Hein. C'est les pourparlers de groupe en groupe, de pour dire que c'est Flan qui a vraiment les qualités morales, qui a les qualités de gestion, etc., au relationnel, ainsi de suite, qui serait capable d'être notre responsable, notre ami. Et donc c'est par consensus comme ça d'abord, à l'extérieur. Et donc comment ça se passe dans les entreprises dont je parle, des multinationales, avec lesquelles d'ailleurs j'ai eu la chance de travailler, comme disait mon ami tout à l'heure, j'ai eu à coacher un certain nombre de PDG de grandes entreprises multinationales, c'est que le président n'est pas nommé, n'est pas élu sur la base d'un certain nombre de candidats, mais de département en département, on discute de qui il serait capable éventuellement. Il y a un vote, non pas sur des noms préétablis à l'avance, avec une liste, mais chacun met le nom qu'il veut. Pour être plus concret, supposons ici qu'on applique cette méthode-là. On va désigner par exemple un président de cette assemblée. On ne va pas demander qui est candidat. Chacun va prendre une feuille, va mettre le nom qu'il veut. À la fin, celui qui retient le plus de voix serait élu président. S'il ne veut pas l'être, parce qu'il peut refuser, on passe au second, ainsi de suite. Et paradoxalement, on demande le stade inférieur, c'est-à-dire la démocratie au sens d'aujourd'hui, au sens occidental, avec des élections, etc., etc. Donc ça reste un débat, c'est tout ce que je peux te dire. Absolument. Je suis enseignant de PNL parmi mes diverses casquettes. J'ai eu même le privilège d'avoir été le deuxième enseignant certifié de PNL en Afrique du Nord. La première, c'était une dame, une Marocaine. Et maintenant, heureusement, il y en a beaucoup. La PNL est tout simplement une approche de psychologie appliquée, de psychologie comportementale. Et donc, c'est un travail sur soi. C'est un travail de développement personnel. Il est vrai que notre culture, notre façon de faire, fait que nous sommes extrêmement susceptibles. Très souvent, presque toujours, on prend une remarque pour une attaque. On confond faire et être. On confond avoir et être. Donc la PNL est une approche qui nous permet effectivement de prendre un certain nombre de distances, de recul sur les choses, et notamment un travail sur soi, une auto-analyse. Et il serait heureux, effectivement, qu'on développe cette approche dans les écoles, dans les universités. Personnellement, je l'ai déjà proposé au ministère de l'Enseignement supérieur, je l'ai déjà proposé au ministère de la formation professionnelle. Je te raconte vraiment en une phrase mon expérience. Donc, j'ai été reçu au ministère de l'Enseignement supérieur comme un prince. J'ai été bien reçu, j'ai eu droit au thé à la menthe, des macarottes, etc., par un des chefs du cabinet du ministre. Et il avait sorti 2 classeurs comme ça. Il m'avait demandé de lui expliquer ce que c'était la PNL, la programmation neurolinguistique. Je lui ai expliqué comme ça, un peu comme je viens de le faire très rapidement. Il a pris les 2 classeurs et il feuilletait, feuille par feuille, tout doucement. Il a mis, je ne sais pas combien de temps. Il dit, Monsieur Hiresh, ce n'est pas dans la nomenclature. On ne peut pas l'enseigner. Voilà. Pour anecdote,
nous avons fait la même démarche. J'y étais, mais je n'étais pas porteur du projet, mais je faisais partie du groupe. Nous avons fait la même démarche à Tunis et à Rabat. Quasi instantanément, il y a eu création d'écoles de PNL. À Tunis, avant même qu'on finisse la formation, c'était pour des psychiatres de l'hôpital de Tunis, avant même qu'on finisse la formation qui était prévue de 3 jours, il y avait décision de créer une école de PNL à Tunis, et qui fonctionne toujours. Ça remonte déjà maintenant à une douzaine d'années. Voilà, donc j'espère que le mouvement permettra effectivement d'aboutir. Il existe des courants, il existe en dehors des souverainistes, il existe même un parti pour justement un statut spécifique pour la Kabylie, hein, qui est le RPK, qui est dirigé par Hamou Boumdine, qui est un brillant élément, un brillant acteur politique. Pour le moment, il a le succès qu'il a. Hein, voilà, je pense que ça s'achemine peut-être quelque part par là. Hein, ça fait partie du processus démocratique à construire. Voilà. Il faut effectivement un statut particulier pour cette région, mais sans doute aussi pour d'autres régions. Donc, quelle est la c'est juste الحيف اللي غنسي نتحسف زوج الف اليوم 2001 باسكو فادي مالنا وحدنا ونغال 127 28 يوم زين غادي اي ضرر اللي باينين غادو قسنين غادي ريفونديكاسيوني تموت القبايل بغض ثمورت الجزائر نغربو نتانا والحلوليه تغني ديال القصار تغني تدي وهرن موت تغني لا الناي امازي رفدت ذي بالسكره ذي باتنا ذي خنشله ذي اضرار ذي 48 ولايات نغثر في ذنانا اسقسي النظام اي الضرر دي سوفرينيست جو ريسبكت باسكو جو كونسيدير خاطر وين يوفي في مونت القبائل لا معنى اي الضرر لي سوفرينيست ils ont pesé de tout leur poids وكذا ديالو ذابو يا كينيا هذا بو غير غنى 453 63 هذا بو غير غيحرم دي مازيغ هذا بو غير كان تزوجوا ديال الولايتين كورا هذا بو غير غير 128 اي الضرر لي سوفرينيست اون في ان ايفور وكذا ديالو ذابو يا كينيا سوق سمح لي خاطر بغي قبل ديني غنمسلي مرحبا طاري عزيز باسكو تي نوتري اني جو ميرسي جو كومونس لابلودير طاري عزيز ان دي توني دي 24 دي توني مي سورتو ان انيماتور برانسي دي انيماتور برانسيبو الثمانين دونك الوغ اي الضرا ثغران تموت القبائل توفى ثغران دنيا اي الضرا مو غلانا وذابو يا كيني الا شنطم انك خاطر كون من قبل غابدو ذابو يا كيني غاملي كتقروش ديال الحياه وليلا طمع لا في مونات لا غا لوتونومي لا غا الفيدراليزم لا غا ريان تيتو ذا الباطل حاشا اذا مد الموت ذا القتيله دونك واكي ذا السقسيون فغي كيتسقسي ديالنا الدنيا هي الضرر ثموت القبائل السكينه اسكو ذا الروبلي ني قال يدي ضراي يدي بولي كان تفاث نغير ضرا الساكي ثموت القبائل الشاشه تفاث في 48 ولايات ثغال ذوفور يوذابو الساكي حصت بقجول ديال المداول تنمير عليه أين غاندي تمرت النار في سينيجي مديون الصدوين ثمناضين الناظم دي تمرت نلتين أستقسينك ما إلا يبض الحس سي تمرت القبائل أرث الناظم نظن أيدينا يبض أنت الطيد le slogan pouvoir assassin خدمت dans toutes les wilayas, c'est clair. ولاش سماح ولاش dans toutes les wilayas. Bon. ما إلا les souverainistes اللي كرا سنهزن هذا بوساقيا peut-être quand même un petit peu سوقاذن يقاذثن وذابو خاطر سقال كنا نظفر ناكل القبائل bien sûr, les souverainistes, c'est pas un truc complètement négligeable. Hein.
même si ils ont reculé depuis leur mouvement. يعني الفكرة سوالان كي نزمر هذا غلطة ماشي كني يجهدن قبل فرار يجهدن السيدي هذا فون نتمرت من الجزائر تساوي انا غا الكفاكي تخص يدنا الكفاكي يدي ولاش تيلي ولاش ما كيتدنا لا ريجيوناليزاسيون ولاش الفيدراليزم ولاش لي زوتونومي ولاش لو ترانسفير دي بريروغاتيف ولاش سي جميل لا ولا ذلكنيا نكمل سمير عزيز Aziz, c'est un bonheur de t'avoir ici. Moi aussi. Un bonheur. Partager ce moment ensemble. Un vieux compagnon de lutte, Aziz Tahrir, franchement, c'est un bonheur de t'avoir présent parmi nous. Enfin, moi j'ai trois questions, enfin, pas des questions de débat de fond. D'abord par rapport à l'Hiraka, il faut qu'on le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est à lui de mettre sur place toutes les stratégies nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Ces revendications, et les principales, vous les connaissez. Donc il faut le laisser tranquille. Il suit son chemin. Voilà, il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être précipité. Ah, quand même, on a une dictature militaire, ce n'est pas rien. Et aussi, la prise de conscience, elle est récente. Si vous enlevez Alger, la Kabylie, le reste, c'est récent. Mais les ponts sont jetés. Les ponts sont jetés. Mais il faut lui laisser le temps de la maturité, il y a aussi le temps de comprendre quels sont les instruments qu'il doit se donner pour arriver justement qu'il n'y ait plus cette injustice-là, c'est-à-dire un changement de régime. Ni plus ni moins. Sans changement de régime, les injustices se permettent. La deuxième, enfin, ça c'est par rapport au Hirak. Moi je ne suis pas inquiet. La question fondamentale, la Hirak a posé, les choses seront plus comme avant, y compris dans le paysage politique de l'opposition. On n'est plus dans l'opposition des années 90. On n'est plus là. Ceux qui veulent rester dans l'opposition des années 90, hein, ils vont choisir la voie réformiste. Ils n'ont pas le choix, d'autre choix que de choisir la voie réformiste, c'est-à-dire dialoguer, etc. S'ils veulent rompre avec les années 90, alors qu'il faut qu'ils assument un rôle politique majeur, celui de la prise de pouvoir, et se donner les instruments de la prise de pouvoir. Or, aujourd'hui, notre opposition n'est pas encore à ce stade-là. Par contre, il y a une question qui se pose, je suis un petit peu, ça me touche un petit peu. Moi, je suis du RPK, l'un des fondateurs du RPK, avec Hamoud Boumdine, Malika Barakat, Zareda Ounathak, avec tout notre combat. Moi, je suis souverainiste pour l'autonomie de la Kabylie. La question qui se pose aujourd'hui, dans le débat dans l'opposition, ce n'est pas tant l'indépendance de la Kabylie ou l'autonomie de la Kabylie, quelle recomposition du paysage politique. Quand on exclut les souverainistes, quand on exclut des autonomistes, là ça me pose un problème. Ça me pose un problème comme démocrate d'abord. Comme démocrate d'abord. On ne peut pas accepter de dire je suis démocrate pour le changement du régime et exclure historiquement des sensibilités qui sont là. C'est fondamental. Cette question-là, il faut qu'on la règle. La deuxième question, la troisième, la question de fond ne sont pas posées. Quel genre de régime? Moi, je suis pour un régime parlementaire. D'autres sont pour un régime présidentiel. Les questions de fond ne sont pas posées.
On est encore dans le balbutiement. Personne n'a un projet. Personnel, aucun projet n'est débattu publiquement, aucun projet n'est débattu publiquement. Est-ce que la révision constitutionnelle doit être un de ces enjeux, ou bien chercher d'autres voies? Moi, je me suis exprimé par rapport à ça pour les conférences régionales. Avant d'aller à la conférence nationale, il faut faire d'abord les conférences régionales. Qu'on se détermine dans les régions quels sont les projets qu'on peut porter, qu'on ne peut pas porter. Sur la base du congrès de la Souma, mais sur la base des réalités d'aujourd'hui. Et pourquoi on veut faire une conférence nationale du haut alors que personne ne se rassemble au niveau du bas? On sera à côté. Il faut que toutes les régions, l'Oranie, l'Ouïn, la Kabylie, etc., se réunissent en conférence régionale. Elle porte des projets, elle porte des visions, mais elle est débattue localement. Ce n'est pas dans les salons qu'on fait une déclaration avec des préalables, ceci, l'association UNES a été cooptée, oui, non, il faut revenir. Les uns parlent de démocratie directe, d'autres, moi, la meilleure démocratie, c'est de revenir à la base. Voilà, ça, sur ces questions-là. Telmirta Aziz, je te renouvelle vraiment ma grande satisfaction que tu sois là. Marhaba ici. Bon, il y a effectivement énormément de questions. Je crois qu'on a donné des éléments de réponse. Là, il n'y a pas véritablement de questions. Aziz a donné son point de vue. C'est totalement lucide, respectable. La seule chose que je peux rajouter, dans l'étape actuelle des choses, ma petite expérience de contact avec des Algériens non kabyles, ce qu'ils entendent, ce qui est possible de faire tout de suite, c'est de donner tous les pouvoirs au président d'APOE, les enlever au Wali. C'est un processus démocratique, c'est un processus contre la corruption, c'est un processus justement pour couper les cordons avec le pouvoir central, etc., etc. Ça, tous mes interlocuteurs y voient quelque chose de faisable, d'important et de démocratique. À nous, après, de travailler dans ce sens-là et peut-être aussi faire comprendre qu'une fois le président d'APOE devenu véritablement des élus locaux, régionaux même, à ce moment-là, la possibilité pour ces wilayas de se regrouper et de former des ensembles régionaux qui pourraient, dans une seconde étape, avoir, pourquoi pas, chacune un gouvernorat avec maximum de prérogatives, encore une fois. Telmirta Aziz. Assir margorina sa tamoghlino. Assir mam Quran. Assir mam Zouerou. Mais il a un orsia. Un madouamad Kenya. Un orsia avec des doutes. C'est-à-dire les certitudes nina. Si d'un kchem, un oual ne peut pas sort ouya. De mon point de vue, sortir des certitudes, c'est déjà un grand espoir. Alors, maintenant, les approches. Par ailleurs, il y a énormément de débats qui se tiennent à gauche, à droite. Il y a, moi j'entends par exemple des débats. Je vais vous avouer une chose, même si je dois recevoir une volée de bois vert. Tant pis, je l'assume. J'ai écouté 4 ou 5 fois Oussama Madani, le fils d'Abdassi Madani.
sur les 4 ou 5 fois que je l'ai entendu, il a toujours cité comme référence Saïd Saadi, Hossein Ait Ahmed. Pour moi, c'est une avancée absolument considérable. Quel que soit son objectif, quelle que soit sa position, quel que soit, c'est un islamiste, croyant, machin. Mais je pense qu'autour de lui, ils ont compris que l'islamisme violent, que l'islamisme intolérant, que l'islamisme qui marginalise, qui n'accepte pas les idées des autres, qui n'accepte pas la culture des autres, qui n'accepte pas la vision du monde des autres, ça, je pense que cette démarche-là a vécu. Je peux me tromper, mais j'espère ne pas me tromper. Donc, les approches dont tu parles, Hamid, elles sont en train de se faire. C'est pas un claquement de doigts, Aziz Tari vient de le rappeler. C'est tout un processus. En fait, nous sommes sur deux positionnements. Nous avons un État avec ces institutions et ces hommes qui sont toujours dans une position psychorigide, et nous avons une société qui est dans un processus de transformation à grand coefficient d'accélération. Aujourd'hui, il y a acceptation des uns et des autres, même s'il reste des poches, évidemment, de gens rigides, intolérants, etc. Mais grosso modo, la société algérienne, et même au-delà, parce qu'elle déteint aussi sur les autres sociétés environnantes, la société algérienne est en train de se transformer et d'accepter des idées qui étaient inacceptables il y a seulement quelques mois, encore une fois, à grand coefficient d'accélération, vraiment. Donc il y a deux processus. Les hommes du pouvoir psychorigides et la société ouverte, en voie d'ouverture. Mais il a اللي حالة بوساقيو اللي اسمه راه مرة ما إلا زمر أدفك أفوذ أدفك أفوس يموسو إلا ندي ثمورتنا نا هذا استفك أورن. Le contexte international aussi agit dans des mouvements absolument contradictoires. Au fur et à mesure qu'il y a des acquis, il y a en même temps des reculs. Parce que les puissances qui régissent les horloges du contexte international, ces puissances fonctionnent tout simplement sur leurs intérêts, point final. Ça c'est clair, net et précis. Si vous avez ça un enfant, الساقين وراه ذي سندفع نديفان نفع نسن إيمي وقاذن ثقرا ولا تموثنا وقاذن ما تضوى ذي ثمورث مرة وقاذن تصدوي ثمورثي في الصحبي بير وقاذن تصدوي السعودية وقاذن تصدوي لي زيميرا وقاذن تصدوي ثمورا إلا دوغار نسن. Donc c'est un processus absolument contradictoire. Nous avons des atouts au niveau international, mais nous avons aussi des freins. À nous d'utiliser intelligemment les atouts et à nous de contourner les freins qui nous sont posés sur le chemin de cette révolution-là. Merci. Non, il y a aussi rapidement. Chinir, tu as un peu plus de temps parce que tu es notre invité. On t'écoute religieusement parce que tu portes un savoir, tu portes une lucidité. Hein. J'ai dit tout à l'heure et je ne le regrette pas, tu es une sommité internationale. Vas-y. C'est gentil. Merci beaucoup. Et voilà, exactement.
j'ai dit que l'indépendance de la Kabylie, c'est un danger. Pourquoi? C'est-à-dire la configuration actuelle, les alliances qui sont en train de se faire, aujourd'hui, la Kabylie, qui naturellement est dans le collimateur des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats, aujourd'hui, un pays comme l'Iran subit déjà les soubresauts justement de cette configuration géopolitique. L'Iran, 90 millions d'habitants, puissance militaire, puissance de la région, avec des alliés dans la région. Déjà, ils sont en train d'être réduits à néant. On est en train de ruiner l'Iran. Parce que les Saoudiens, les Émiratis, l'ont décidé avec les Américains. Évidemment, avec leurs alliés. La Kabylie ne tiendrait même pas 24 heures. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être vraiment vigilant. Mais si tu vois ils sont conscients aussi de la faiblesse. Il a quand même les générations futures, 2050, 2063, je ne sais pas. Dans 50 ans, un siècle, aux générations futures. La Kabylie ne nous appartient pas. Elle appartient aux générations futures. Absolument. Il a قال إمي أرتيت في كان أنا أرتيت أمزيك ما يقدر غلي وأنا اللي ترى نزيت لا قصر اللي ترى كل شوي. أبا كان أرتيت ساكت مو في القبيلة كثير لا قصر مية. D'accord. Donc travaillons. Le premier article que j'ai écrit sur cette possibilité de régionalisation, de fédéralisme, etc., remonte exactement à 1995 dans le journal La Nation, qui malheureusement n'existe plus. Et toute la conclusion de mon livre, c'est là-dessus. C'est-à-dire une proposition pour sortir justement du régime en place et aller vers les possibilités de respirer démocratiquement, c'est-à-dire organiser effectivement, peut-être en s'inspirant du wilaya, comme ça a été pris par les uns et les autres, pourquoi pas. J'ai travaillé pendant 2 ans. Moi, je pense que la représentation du Hirak, c'est-à-dire avoir des têtes, ça peut être prématuré, parce que ça peut être utilisé contre le Hirak lui-même. Il y a un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités représentatives, mais qui ne sont pas représentants. La majorité des prisonniers, dans le cadre de l'opinion, de leurs idées, de leur combat au sein du Hirak, sont représentatifs du Hirak, mais ils ne sont pas représentants. Donc, quand l'heure sera venue, ils peuvent jouer un rôle extrêmement important. Moi, je suis d'avis, comme ça vient d'être dit, à ce que ce mouvement, cette révolution, ce Hirak, qu'il continue coûte que coûte, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, quelles que soient les concessions. Les accords d'Évian, Karim Belkacem a demandé à Ouamran d'utiliser tout ce qui était en son pouvoir pour faire des opérations militaires. Il ne s'est pas sur chèque, mais il a dit 20 millions, un caisse, pendant ce temps-là, ils sont à Évian, ils sont aux Rousses, ainsi de suite. Ils négociaient avec les représentants français, mais pendant toute cette période-là, il faut continuer les opérations. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Toute tentative de remettre l'islam comme religion d'État est une
tentative de reproduction du scénario, c'est-à-dire possibilité d'utiliser l'islam à des fins politiciennes. Et je crois vraiment que beaucoup d'islamistes aujourd'hui ont compris, d'autres sont encore dans le doute, que ça va même contre leur projet politique et religieux d'instaurer l'islam comme religion d'État. Ça va même à l'encontre des intérêts des islamistes. Merci Hassan, merci à tout le monde.